Aujourd'hui, dans Comment ça fonctionne, l'extincteur. C'est une machine à fabriquer de la neige à haute pression pour éteindre les incendies en 2 temps 3 mouvements. Le changeur de monnaie. C'est un prêté pour un rendu. Il sait exactement combien d'argent il reçoit et combien il doit rendre. Et tout ça uniquement à l'aide d'aimants et de lumière. Le chauffe-eau. Il est conçu pour exécuter 2 tâches en même temps. Il laisse entrer la chaleur, mais ne la laisse jamais s'échapper. La tondeuse autoportée, elle se conduit sans accroc et peut s'attaquer à de vraies jungles car elle suit le mouvement de l'huile. Comment ça fonctionne? On s'occupe de démonter les objets pour que vous n'ayez pas à le faire. L'extincteur. Une solution à haute pression à un problème qui peut être mortel, les incendies. Le feu est une réaction chimique au cours de laquelle 3 éléments entrent en jeu. L'oxygène, le carburant et la chaleur. Si on retire l'un de ces éléments, le feu s'éteint. L'extincteur en élimine 2, l'oxygène et la chaleur, avec un atout très puissant, la pression. Il utilise la pression pour éliminer l'oxygène. Et il utilise également la pression pour générer de la neige carbonique qui est 60 degrés plus froid qu'un congélateur. Il utilise la pression pour étouffer le feu. Mais comment ça fonctionne? Un extincteur, c'est assez simple. Il y a un réservoir de gaz carbonique, c'est-à-dire de dioxyde de carbone sous pression, 55 kPa. Les molécules de gaz se dilatent toujours vers l'extérieur. Mais lorsqu'elles sont piégées, elles exercent une pression les unes sur les autres, ainsi que sur le réservoir. Le dioxyde de carbone du réservoir subit une telle pression que les molécules sont comprimées au fond sous forme de liquide. Une manette permet de relâcher le CO2. Et un embout le pulvérise sur les flammes. Une goupille de sécurité permet d'éviter d'appuyer sur la manette lorsque ce n'est pas nécessaire. Une fois le CO2 relâché, c'est la pression accumulée dans le réservoir qui l'expulse à très grande vitesse. C'est aussi la pression qui crée la neige carbonique pour qu'elle étouffe les flammes. Mais comment s'y prend-elle? Il est temps de découper le réservoir pour le découvrir. Le dioxyde de carbone piégé dans le réservoir subit une telle pression que dès que la manette est actionnée, et donc qu'il n'y a qu'un seul moyen de s'échapper, il quitte le réservoir à travers ce tuyau. Il est expulsé à très grande vitesse, créant ainsi un jet puissant qui éteint le feu et entraîne une réaction en chaîne impressionnante. Il y a soudain suffisamment d'espace dans le réservoir pour que le gaz carbonique liquide puisse se dilater. Pour que s'effectue cette transformation ultra rapide, il faut énormément d'énergie, dégagée par la chaleur ambiante. Les molécules de CO2 aspirent autant de chaleur que possible de leur environnement. Mais cette absorption de chaleur n'élève pas la température du dioxyde de carbone. Elle se contente de transformer ce liquide en gaz. Le CO2 ne chauffe pas, mais grâce à l'absorption de chaleur, il peut refroidir tout ce qui l'entoure. La température baisse suffisamment pour faire geler le tuyau et solidifier le gaz qui s'en échappe, qui prend la forme de neige carbonique. Le dioxyde de carbone a maintenant atteint moins 78 degrés, soit 60 degrés de moins qu'un congélateur.
La pression extrême expulse le jet de neige carbonique par l'embout. Le gaz peut éteindre le feu, car le dioxyde de carbone est plus lourd que l'oxygène et il ne brûle pas. Lorsqu'on le pulvérise sur des flammes, il empêche l'oxygène d'y accéder et le feu est étouffé. Bien évidemment, à moins 78 degrés, le CO2 élimine également la chaleur, dont le feu a besoin pour brûler. Les flammes ne pourront donc pas reprendre. L'extincteur est un véritable tueur de feu. Il élimine l'oxygène et la chaleur, deux éléments nécessaires pour allumer un feu. Impossible d'y parvenir sans la pression. C'est elle qui crée le puissant jet de dioxyde de carbone gelé qui bloque l'oxygène. C'est elle aussi qui refroidit ce qui brûle pour stopper l'incendie. L'extincteur maintient le CO2 sous pression et le feu sous contrôle. Tout de suite, le changeur de monnaie. C'est un prêté pour un rendu. Il sait exactement combien d'argent il reçoit et combien il doit rendre. Et tout ça uniquement à l'aide d'aimants et de lumière. Le distributeur automatique, il vous donne une boisson en échange de quelques pièces. Ça paraît simple, mais en réalité, à l'intérieur, un appareil appelé changeur de monnaie exécute une série de tâches complexes. En seulement quelques secondes, il doit calculer combien d'argent il a reçu et combien d'argent il doit rendre. Pour ce faire, le changeur de monnaie fonctionne comme un détecteur de métaux très puissant. Mais il fait bien plus que détecter la présence d'une pièce. Il peut déterminer de quelle pièce il s'agit et quelle est sa taille. Pour cela, il lui faut uniquement des aimants et de la lumière. Mais comment ça fonctionne? Le distributeur, un circuit imprimé, une glissière et un changeur de monnaie. Il est composé d'un circuit imprimé et de 3 compartiments. Le premier sert à identifier les pièces, le deuxième à les trier et le troisième à les stocker. Pour comprendre comment il fonctionne, il faut le démonter. À l'intérieur du premier compartiment du changeur de monnaie, on trouve une série de bobines en cuivre, des diodes lumineuses et des capteurs. À l'intérieur du deuxième compartiment, il y a un système de tri de pièces. Lorsqu'on insère une pièce dans le distributeur, elle descend le long de la glissière jusqu'au changeur de monnaie et atterrit sur une rampe étroite. Elle descend ensuite cette rampe jusqu'au premier compartiment. Au cours de sa descente, elle passe entre 2 bobines de cuivre. Ces bobines sont traversées par un courant électrique. Lorsque l'électricité circule dans une bobine de cuivre, celle-ci se transforme en un électroaimant. Comme tous les aimants, il génère un champ magnétique. Lorsqu'une pièce passe entre les bobines de cuivre, elle pénètre dans un champ magnétique. Et en circulant à l'intérieur de celui-ci, elle le perturbe. La manière dont elle le perturbe a son importance, car chaque métal perturbe différemment un champ magnétique. La taille de la pièce influe également sur l'importance de la perturbation. Lorsque le champ magnétique est perturbé, il modifie le courant électrique qui parcourt les bobines. Le circuit imprimé du changeur de monnaie se charge de relever les modifications du courant électrique dans les bobines et peut ainsi commencer à identifier les pièces. Grâce aux électroaimants, le changeur de monnaie obtient ainsi 2 informations sur la pièce, le type de métal dont elle est faite et la quantité de métal qu'elle contient. Pour terminer l'identification de la pièce, le changeur de monnaie doit connaître sa taille. Pour cela, il a besoin de lumière. La pièce continue son chemin et elle passe devant une diode qui émet un rayon lumineux, reçu plus loin par un capteur. Elle passe ensuite devant une autre diode associée à un second capteur. Chaque fois que la pièce passe devant une diode, elle bloque le rayon lumineux. Le circuit imprimé calcule combien de temps les rayons lumineux restent bloqués par la pièce lors de son passage. Plus la pièce est grande, et plus elle bloquera longtemps le rayon lumineux. C'est de cette manière que le changeur de monnaie détermine la taille des pièces.
Maintenant qu'il sait de quelles pièces il dispose, il peut les trier. Le tri a lieu au sein du deuxième compartiment du chargeur de monnaie. Des barrières escamotables guident les pièces dans leurs fentes respectives. Les pièces sont maintenant triées par valeur. Le changeur de monnaie sait maintenant exactement combien d'argent a été inséré et il envoie le total au circuit imprimé du distributeur à l'aide de signaux électroniques. Mission accomplie. Grâce au changeur de monnaie, le distributeur sait à quel moment il a reçu la totalité de l'argent et fournit la boisson fraîche en quelques secondes. Le changeur de monnaie est un appareil étonnamment complexe et toujours prêt à servir. Et tout ça grâce à l'utilisation ingénieuse d'aimants et de lumière. Le changeur de monnaie, une machine impressionnante. À suivre dans Comment ça fonctionne, le chauffe-eau, un appareil ingénieux conçu pour exécuter 2 tâches en même temps. Et la tondeuse autoportée, elle se conduit sans accroc et peut s'attaquer à de vraies jungles, car elle suit le mouvement de l'huile. Le chauffe-eau à accumulation. Chaque jour, il nous fournit des centaines de litres d'eau. Et incroyable mais vrai, on peut disposer d'eau chaude 24 heures sur 24 alors que la flamme brûle moins de 2 heures par jour. Le chauffe-eau est un excellent conducteur de chaleur. Il ne lui faut en moyenne que 40 minutes pour chauffer 150 litres d'eau. Mais c'est aussi un mauvais conducteur de chaleur. Il garde la chaleur de l'eau sans qu'elle ne se transfère à l'extérieur. Grâce à ses talents, le chauffe-eau est un expert en transfert de chaleur à sens unique. La chaleur circule des flammes jusqu'à l'eau, mais elle ne circule pas de l'eau jusqu'à l'air extérieur. Comment ça fonctionne? La source de chaleur de ce chauffe-eau est la flamme du brûleur au gaz. Une cheminée s'étend tout au long du réservoir, de bas en haut, pour transmettre efficacement la chaleur. L'eau froide pénètre le chauffe-eau par le haut, descend à travers un tuyau, absorbe la chaleur et ressort par le tuyau de sortie. Comment le chauffe-eau peut-il être conducteur lorsqu'il s'agit de chauffer l'eau, mais aussi un isolant lorsqu'il s'agit de ne pas laisser la chaleur s'échapper? Pour comprendre comment ça fonctionne, il va falloir ouvrir le chauffe-eau. La partie inférieure du chauffe-eau et la cheminée sont toutes deux en métal. Ce n'est pas anodin. Le métal est un conducteur idéal pour les transferts de chaleur d'un endroit à un autre. La raison? Sa structure atomique. Il possède des électrons libres, de minuscules particules qui se déplacent d'atome en atome, propageant ainsi la chaleur. La flamme réchauffe l'air, qui chauffe à son tour la partie inférieure du chauffe-eau, avant de pénétrer dans la cheminée. Grâce aux propriétés de conduction du métal, la chaleur est transmise à l'eau. Mais ce n'est pas tout. La cheminée est conçue de façon à ce que l'air ralentisse et avance en zigzag, ce qui laisse davantage de temps à la chaleur pour se transmettre à l'eau. Ce design ingénieux optimise la conduction de la chaleur. Mais si la conduction est si importante, non seulement la chaleur se propage du brûleur jusqu'à l'eau, mais elle peut également se propager de l'eau chaude à l'extérieur de l'appareil. Pour empêcher ce second mouvement, le chauffe-eau est également un parfait isolant, grâce à cette mousse de polyuréthane. C'est tout le contraire du métal. Au lieu de transmettre la chaleur, elle la piège. Mais comment? La mousse est composée de milliards de petites bulles de gaz emprisonnées dans du plastique. Les bulles de gaz sont de mauvaises conductrices de chaleur. Dans un gaz, les molécules sont très espacées,
ce qui rend donc beaucoup plus difficile les transferts de chaleur entre elles que dans un solide. Le plastique qui entoure les bulles de gaz est également un très mauvais conducteur de chaleur. Il ne possède pas d'électrons libres. La chaleur est piégée à l'intérieur du réservoir. Grâce à l'isolation, le chauffe-eau maintient l'eau chaude pendant très longtemps. Le chauffe-eau est véritablement capable d'exécuter 2 tâches en même temps. Aucun doute possible, c'est un excellent conducteur. Il transfère une chaleur maximale du brûleur à l'eau du réservoir. Mais c'est aussi un champion de l'isolation quand il faut maintenir la chaleur à l'intérieur. La conduction et l'isolation. Le chauffe-eau maîtrise les deux et il peut ainsi fournir à chaque foyer l'équivalent de 4 camions-citernes d'eau chaude par an. Et il utilise son brûleur seulement 20 minutes, 5 à 6 fois par jour. Conduction et isolation égale optimisation maximale. Tout de suite, la tondeuse autoportée. Elle se conduit sans accroc et peut s'attaquer à de vraies jungles, car elle suit le mouvement de l'huile. La tondeuse autoportée. Elle associe la tonte et la conduite pour nous rendre la vie plus facile. Elle possède une pédale pour avancer et une autre pour reculer. Plus on appuie fort et plus elle va vite. Pas d'embrayage, pas de pédale de frein et pas de boîte de vitesse. Il n'existe aucune connexion mécanique entre le moteur et les roues. Entre eux, il n'y a qu'un liquide. Cette tondeuse autoportée est capable d'une chose incroyable. Elle peut mouvoir ses roues avec le simple pouvoir de l'huile. Mais comment ça fonctionne? Voyons voir. Les pédales, le moteur, la courroie, la transmission et les roues. Lorsqu'on met en route le moteur, il fait tourner la courroie qui entraîne la pompe de la transmission. Il suffit d'appuyer sur l'une des pédales pour que cette pompe actionne le moteur de la transmission. Ce dernier fait tourner les roues. Mais entre cette pompe et le moteur, il n'y a aucune connexion mécanique, seulement de l'huile. 2,2 litres pour être précis. La circulation de l'huile entre la pompe et le moteur permet de transmettre la puissance du moteur de la tondeuse aux roues. C'est pourquoi la transmission est une transmission hydraulique. Elle fonctionne avec un liquide en mouvement. Mais pour vraiment bien comprendre, il faut la démonter. La courroie du moteur actionne la pompe de la transmission. Mais rien ne se passe tant que le conducteur n'appuie pas sur la pédale. Cette dernière appuie sur l'extrémité d'une pièce de métal appelée plateau oscillant. Alors que le plateau oscille, son extrémité inférieure appuie sur les pistons à ressort de la pompe. Ces pistons sont remplis d'huile. L'huile, comme tous les liquides, ne peut pas être comprimée. Elle doit donc trouver un moyen de s'échapper. Et il n'existe qu'un endroit où elle peut aller, hors des pistons, dans un conduit qui mène droit au moteur hydraulique. Ce moteur fonctionne à l'huile, tout comme la pompe. Elle est propulsée depuis la pompe et pénètre dans les pistons du moteur et les actionne. Mais alors que les pistons se relèvent, ils se heurtent à un second plateau oscillant. Celui-ci est réglé à un angle bien précis et il reste immobile. L'huile ne se compresse pas. Et le plateau oscillant ne bouge pas d'un pouce. Quelque chose doit lâcher. Et ce seront les pistons du moteur. Pour pouvoir se déployer sur toute leur longueur, ils doivent glisser jusqu'en haut du plateau oscillant. Ce faisant, le moteur fournit une rotation. Cette rotation engage un engrenage qui est relié aux arbres de transmission, eux-mêmes reliés aux roues. Le moteur fait tourner l'engrenage qui fait à son tour tourner les arbres de transmission qui font tourner les roues de la tondeuse. Cette pompe est très puissante. À l'aide de l'huile, elle fait tourner le moteur sans jamais être en contact avec lui.
Voilà l'hydraulique en action. Les pédales contrôlent donc maintenant la vitesse puisqu'elles contrôlent la circulation de l'huile. Pour accélérer, le conducteur doit appuyer sur la pédale pour avancer. Elle provoque l'inclinaison du premier plateau oscillant situé au-dessus de la pompe, qui penche à un angle très abrupt. Les pistons de la pompe libèrent donc davantage d'huile. Une plus grande quantité d'huile signifie une circulation plus rapide, ce qui entraîne une vitesse de rotation plus élevée. Pour enclencher la marche arrière, il suffit d'appuyer sur l'autre pédale, qui incline le plateau oscillant dans la direction opposée. Résultat, l'huile circule en sens inverse et fait donc tourner le moteur en sens inverse. Si on appuie sur aucune pédale, le plateau oscillant reprend sa position horizontale. La circulation de l'huile est interrompue et le moteur s'immobilise. La tondeuse s'arrête. La tondeuse autoportée. Elle utilise avec une grande ingéniosité l'hydraulique, grâce à une transmission qui fonctionne à l'huile. Pas besoin de connexion mécanique. De l'huile suffit à transmettre la puissance du moteur aux roues. La tondeuse autoportée, une machine puissante absolument remarquable. Une vraie fine lame.